Déjà, pour commencer, merci à tous d'être venus pour ce petit meet-up, tout premier meet-up d'ailleurs de l'année 2022. Avant de commencer, je voudrais déjà vous raconter un peu l'histoire de cette communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un événement, un événement un peu spécial, c'est un peu l'anniversaire du meet-up d'une certaine façon. Et je tenais déjà à vous raconter comment tout ça a débuté. Donc ça a commencé déjà en 2018 lorsque j'ai assisté à mon tout premier meet-up. C'était à San Francisco, c'était le premier meet-up WebXR. Et il y avait l'un des créateurs d'A-Frame qui présentait son travail sur les shaders à l'époque. Donc c'était vraiment quand ils ont essayé quelque chose là-dessus. Et je comprenais rien du tout. Je parlais pas anglais vraiment à l'arrache, mais le fait d'aller les rencontrer et d'échanger quelques mots avec eux, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ensuite, en 2019, je suis allé sur Laval en France, qui est un peu la capitale nationale de l'AXR avec le Laval Virtual. Vous avez certainement entendu en parler. Et il y avait justement un master là-bas dans ce domaine, donc j'y passé quelques années, mais je me suis très vite surtout rendu compte qu'il était difficile de trouver d'autres passionnés du web immersif sur Laval, mais aussi un peu partout sur le territoire français. Du coup, en 2021, quand j'ai terminé le master, j'ai franchi les portes de l'incubateur local pour un projet personnel, qui est le moteur de recherche. Et la veille de Noël, j'ai demandé sur LinkedIn quelle plateforme vous préféreriez pour créer justement une communauté francophone autour de cette technologie immersive. Le 10 janvier, les résultats sont tombés et vous devinez la suite. Une semaine plus tard, le serveur Discord était ouvert au grand public. Et le tout premier meet-up, c'était pas en février, c'était en janvier. C'était le 26 janvier 2021, tout premier meet-up de cette communauté. Donc comme on est en février, il faut savoir que le meet-up de janvier a dû être reporté pour des raisons personnelles, je vous prie de m'en excuser. Et du coup, c'est aujourd'hui que je tiens à fêter avec vous cette première année du Discord WebXR francophone. Et je tiens encore une fois à tous vous remercier pour votre participation, pour m'avoir rejoint dans cette aventure, ou si c'est la première fois que vous venez, bienvenue à vous. Et pour cette édition spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous deux intervenants exceptionnels. Valérian Denis, qui est chef... Valérian ou Valérien? Les deux fonctionnent. Valérie en français, Valérie en anglais, ça fonctionne. Ok, bon, on va dire Valérian. Valérian Denis, chef de projet chez Mozilla, qui travaille sur Hubs, qui nous vient depuis Vancouver, au Canada. Et Fabien Benetou, qui est consultant WebXR au laboratoire d'innovation du Parlement. Donc, je vais commencer à laisser la parole à Valériane, tu peux me rejoindre sur place, qui nous parlera un peu de son travail et des évolutions de la plateforme. Et après, ce sera Fabien qui nous présentera un peu ce qu'il fait avec le Parlement européen. C'est bon pour vous? Merci à tous en tout cas. Et je te laisse la place, Valérie. Est-ce que, rapidement, Arthur, tu penses que je peux mettre quelques slides à l'écran? Ah oui, tu le sens vas-y, tout à comment? fait. L'image est derrière et la zone de collision est toujours en place. Donc tu Ok, lances le partage. Je vais essayer ça, donne-moi une seconde. Vas-y. Parfait. Super. Je vais passer ça. Ouais. Nickel. J'ai un petit doute si la slide change ou pas. Vous voyez les slides changer? C'est en train de charger sur le stream. Non, je ne vois pas changer. Ça reste statique. Ouais, ça reste statique pour moi aussi. Je vois la souris bouger, hein, donc je pense que... Ouais, pareil. Est-ce que tu n'aurais pas partagé juste la fenêtre ou je sais pas ce qui se passe? Ouais, j'ai partagé. Attendez, donnez-moi une seconde. Et si je passe un switch. Est-ce que vous voyez quelque chose ou un écran noir comme moi? C'est tout noir. Je vois loading. Ouais, on voit tous loading. Oui, ça fait ça. Malheureusement, ça arrive de temps en temps avec Google Docs. J'ai vu ça récemment. Pas mal de Je vais personnes. peut-être transférer rapidement.
ici. Sinon, tu Si tu télécharges en n'es pas en PDF. plein écran, Je vais essayer de pas en et que plein tu écran. zoomes à fond, c'est pas. On va voir ce qu'il fait. Oh, that's really weird. J'essaie une dernière fois et sinon je vais peut-être pouvoir le faire sans slide. En gros, est-ce que vous voyez Sinon, le tu slide de télécharges en jeu? PDF et tu reprends. Ouais. Et tu peux essayer de faire ça. Je vais déposer des images. Est-ce qu'Arthur, tu pourrais m'aider? Je déposerai des images, je vais exporter mes slides en images. Ouais. Ou sinon, tu l'exportes en PDF. Il me semble qu'avec Hubs, tu peux faire tourner les slides. Si tu l'exportes en PDF. Ouais, j'avais pensé à un PDF aussi. Donc, c'est plus ça. Après, Ouais, peu ouais. importe, tout marche. Un petit peu lourde. Bon. Je vais essayer de voir si ça charge, sinon... Non, le PDF en plus ne veut pas se compiler. Allez, on va faire ça comme ça. Je vais rapidement importer des images. C'est les joies du direct. Il n'y a aucun souci. Ça arrive. Ça marche bien toujours. Ouais. Limite, je vais tester si vous voyez mon écran aussi, parce que. Vas-y. Ah, ça marche. Donc là, j'importe la main. N'hésite pas, Fabien, si tu veux regarder de ton côté. Alors, bah, si ça marche de ton côté, j'y touche pas. Hein. Je veux pas prendre de risque. Ok. Bah, je vais juste, dans ce cas-là, juste importer 2 slides qui peuvent être importantes et sinon, on va démarrer comme ça. Non, Je vais mettre ça là. Donc, merci à tous. Merci Arthur pour l'invitation. Merci à toi, content David. de prendre là avec vous. Oh, je l'ai pas piné. Je le pine. Mais ça résume bien ce qu'est Hubs, ce qui est une plateforme interactive. Donc on a la chance de pouvoir avoir des situations comme celle-là. Moi je m'appelle Valérian Denis, donc Valérian pour les anglophones, Valérian pour les francophones. Je suis donc product lead sur le produit Mozilla Hubs. Donc je m'occupe de la partie growth et innovation. J'ai démarré ma carrière en 2015, donc je suis originaire de France. Au départ en tant que project manager dans l'industrie VR, ensuite product manager, et aujourd'hui je fais des choses un petit peu plus stratégiques, la production et beaucoup de produits. J'ai démarré, pour ceux que ça intéresse, j'étais le premier stagiaire pour une des startups francophones VR Lines, fondée par Émilie Gobin-Mignot. Je l'ai épaulée en 2015. Elle a ensuite pivoté sa startup pour ce qui est aujourd'hui le pavillon XR, basé à Paris. J'ai ensuite travaillé en tant que chef de projet, producer. Je fais pas mal de consulting pour des studios de réalité virtuelle, dont Backlight Studio, basé aussi à Paris, et Wilkins Avenue. Donc, j'ai lancé les produits, pas mal de jeux multiplayer, beaucoup de LBVR, Location Base, vous savez, les gros backpacks qu'on met sur le dos pour jouer à plusieurs dans une salle d'escape game. Ce qui m'a ensuite amené à bouger en Amérique du Nord, notamment à San Francisco et ensuite à Vancouver. J'ai été donc cofondateur et CEO d'une startup, Mozilla Active Replica, pardon, qui a été acquired, acquérie, je ne sais pas si c'est français, par Mozilla, acheté en novembre 2022. Donc ça faisait 3 ans que je travaillais avec Mozilla Hubs. J'ai fondé cette entreprise. Et je serais ravi de partager s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des personnes qui ont des idées de projets, notamment sur Mozilla Hubs, parce que j'ai réussi avec Jacob, mon cofondateur, à fonder une entreprise sur le code open source de Mozilla Hubs. Et on est un petit peu la preuve vivante que c'est possible de monter un business et d'avoir de la traction grâce à Mozilla Hubs. On peut parler des chiffres. Au bout de 6 mois, nous, on a commencé, donc on a eu 2 ans et demi d'entreprise, mais au bout de 6 mois, on faisait déjà $250 000 de revenus. On a vu une traction tout de suite. Les mondes immersifs, ça a plu aux personnes. On a fait beaucoup d'événements premium, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais parfois à des échelles un petit peu plus grandes. Et en fait, on a découvert deux choses vraiment importantes que j'aimerais partager avec vous. C'est la première. En fait, notre force était donc le customer success, donc le fait de vraiment avoir de la satisfaction client. Il y a beaucoup de personnes dans l'industrie aujourd'hui, des utilisateurs, des gens techniques et pas techniques,
qui ont vraiment envie de faire un événement comme ce qu'on est en train de faire, mais c'est hyper difficile en fait de le faire. Donc ils ont besoin d'une façon facile, sécurisée, open source de pouvoir le faire. Et nous, Active Replica, ce qu'on faisait globalement, c'était aider à leur construire une identité virtuelle. Donc en quelques clics, comment déployer un univers, comment mettre vos avatars. Et ça a généré énormément de valeur pour nous. Et la deuxième chose ce qui était un petit peu notre force, c'était notre compréhension du marché. On s'est très rapidement rendu compte que quand on n'a pas une raison de se retrouver comme ce qu'on fait aujourd'hui et d'interagir ensemble, et ben en fait, parfois ces univers 3D peuvent rester vides. Et donc nous, on a fait énormément de recherches sur comment s'assurer que ces événements virtuels, ça soit un succès. Est-ce qu'il faut faire intervenir des animateurs? Est-ce qu'il faut faire intervenir de la gamification ou des choses pour que vous savez, ces environnements 3D, on n'entende pas les grillons, il n'y a rien à faire. Donc ça fait partie de notre travail. Et on a fait beaucoup de recherches, on a appris beaucoup de choses sur quels sont les types de présentations qui fonctionnent, qu'est-ce que les utilisateurs font sur ces espaces 3D. On a essayé de quantifier tout ça pour avancer plus vite sur ce marché. Et on a rejoint donc l'équipe Mozilla en novembre. Et c'est très cool parce que maintenant, on a accès à beaucoup plus de moyens pour vraiment donner de la visibilité à ces mondes virtuels sur le web. Moi, ça a été une épiphanie pour moi. Je suis désolé, j'ai pas mes slides, donc il y a moins de visuels, mais on a travaillé sur beaucoup de projets. Et ce qui a été intéressant, juste pour vous partager un petit peu mon parcours à moi, c'est que donc je suis français. Je suis arrivé, donc ça fait 4 ans que je suis à Vancouver et j'ai rencontré mon cofondateur le deuxième jour où je suis arrivé à Vancouver. Et on s'est dit, OK, on va monter une startup sur WebXR. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Au début, on regardait un petit peu de photogrammétrie. Et tout de suite, on a commencé à déployer des instances Mozilla Hubs en quelques clics. Et on s'est dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Et c'était vraiment intéressant de démarrer sur le marché canadien et pas le marché français parce que le Canada, c'est un pays qui est très spread. Vous savez, il y a des parties du Canada où il y a peu de personnes, il faut le dire. Et donc, le besoin de voir des outils de communication pour connecter ensemble, c'est hyper important. Et en fait, moi, à titre perso, j'avais l'impression depuis 2015 de travailler dans les industries immersives et me dire, en fait, c'est cool, on fait des jeux multijoueurs, on fait des petites expériences, mais on ne sait pas trop où ça va. Et là, pour la première fois, j'ai vu des communautés américaines, canadiennes parler de, vous savez, mental health, donc de l'importance de connecter socialement. Je ne trouve pas le mot mental health en français. On a aussi santé mentale, merci. On a connecté avec des communautés, des minorités, des communautés noires qui voulaient vraiment se retrouver. Et quand j'ai vu ça, moi, en 3D, ça a complètement changé ma carrière. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire sur le côté social. Je vais vous parler rapidement de Hubs, sans slide, mais je pense qu'en fait, le fait qu'on soit sur la plateforme, je n'ai pas besoin de trop détailler Hubs. Les nouveautés du moment, peut-être pour ce qui pourrait vous intéresser, c'est donc, il y a énormément de recherche qui est fait côté Hubs sur, encore une fois, comment faciliter l'accès à Hubs. On a sorti en novembre 2022 une nouvelle formule à $20 par mois qui permet de déployer un événement comme ce que Arthur, tu es en train de faire avec cette communauté. Donc pour $20 par mois, vous pouvez avoir un nombre illimité d'espaces, vous pouvez avoir jusqu'à 25 participants et 2 gigas de capacité de stockage. Et ça, vraiment, notre objectif, c'est vraiment de voir comment la communauté réagit à ça. Quel est le code qui est ajouté à Mozilla Hubs et quel est le futur pour la communauté. Donc on est vraiment très excités. Si vous voulez partager des idées de fonctionnalités, si vous voulez ajouter des choses à la communauté, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Je serais ravi de discuter de ça avec vous. Il y a juste une slide, je vais essayer de faire rapidement parce que je ne vais pas réussir à partager toutes mes slides. Il y a peut-être une slide que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui pour parler de tout ce qu'on fait. Et c'est basé sur un bouquin qui s'appelle donc Crossing the Chasm en français, donc comment passer le gouffre. Je pense que c'est une bonne traduction. S'il y a une chose que vous devez retenir peut-être de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ça. N'hésitez pas à acheter le bouquin. Moi, je le mets sur ma table de chevet très souvent parce que tous les 2, 3, 4 mois, il m'arrive d'oublier un petit peu ce qu'on est en train de faire avec le WebXR. Il m'arrive de me perdre un petit peu dans les détails techniques. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois,
je vois un tweet qui dit oh là là, Pixar, on est encore sur des graphismes, on dirait un jeu de Nintendo 64, c'est pas très beau, ça fonctionne pas très bien. Et je reviens toujours à ce livre qui me rappelle que notre objectif à nous, et je pense que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que c'est votre cas, notre objectif, c'est de vendre de la technologie. Même si on est des gens très techniques, même si on a eu un aperçu de ce qu'est le futur avec ces mondes 3D, il faut qu'on arrive à prouver que nos technologies ont du sens. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que moi, j'ai à titre personnel aucun doute que la croissance de ce marché est exponentielle, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec ChatGPT. On n'a pas eu encore ce moment où tout le monde comprend à quel point ces technologies vont changer l'Internet, le rendre plus beau, mais vont aussi changer la vie de millions, voire de milliards de personnes. Et ce passage-là, en fait, il est un petit peu compliqué parce que on peut aussi rester donc sur la partie orange, qui est la partie d'early adopters, et ne jamais passer le gouffre, donc le chasm, pour passer sur le early majority. Et l'exercice que je nous demande de faire à nous aujourd'hui, c'est peut-être de comprendre quels sont peut-être les billets qu'on a pour passer ce gouffre. Et je vous invite à vraiment lire les premiers chapitres de ce livre parce qu'il détaille très très bien en fait le problème de communication qu'il y a entre un early adopter et une personne de la early majority. Je dois vous avouer que nous, on a un langage qui est un petit peu différent. On a un système de valeurs, de caractéristiques qui font que parfois on se regarde peut-être un petit peu trop le nombril et on n'arrive pas vraiment à communiquer avec ce que moi j'appelle le mass market, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être pas, vous savez, enclins à prendre des risques. Quand il y a des problèmes techniques, pour eux, c'est vraiment un go ou un no-go. Ils seraient capables de fermer le browser Internet s'il y a eu un problème technique. Et donc, il faut vraiment se mettre dans la peau de ces utilisateurs-là pour modifier notre produit, pour réfléchir un petit peu en tant qu'avocat et vraiment mettre en avant la vision qu'on a. Donc, très très bon livre de chevet. Moi, je ne vais pas vous cacher qu'en 2023, j'ai un petit peu changé mes bonnes résolutions. Et je me suis dit, je suis dans l'industrie depuis 2015. On a réussi avec notre communauté, et j'en suis très très fier, que ce soit la communauté francophone, la communauté anglophone. On a réussi à construire une fondation très très solide. On a, je pense, une communauté qui est très saine, très inclusive. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut, si on veut faire résonner notre industrie, il faut qu'on revienne à la base. Quels sont les cas d'usage qui sont importants? Et peut-être que je peux ouvrir le débat là-dessus, si on a le temps, à la fin, je serais ravi de partager avec vous, parce que c'est vraiment des questions qui me réveillent la nuit. Comment remettre le côté social au centre de tous ces outils WebXR? Je pense qu'il est important de connecter ensemble et d'être assez picky, comme on dit en anglais, enfin, de rajouter du détail dans nos débats pour nous assurer que la partie sociale est vraiment respectée. Pourquoi c'est important tout ce que je vous dis? Parce que si on arrive à passer ce gouffre-là, globalement, nous, on va réussir à dicter le marché. On ne va pas laisser d'autres acteurs qui ont peut-être des intérêts un peu plus commerciaux dicter le marché. Et donc, se poser ces questions-là, essayer de trouver le langage qui résonne avec le maximum de personnes, ça va nous permettre de créer un WebXR qui est plus beau, qui va nous permettre de rire, de pleurer tous ensemble, de partager des choses. Et ça, en tout cas, à titre personnel, c'est une chose qui m'anime beaucoup. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous dis juste une information qui est assez intéressante côté Mozilla Hubs. On est en phase de croissance, donc on a besoin de personnes pour nous rejoindre. En ce moment, je vous invite à rejoindre le site mozilla.org/careers. Vous allez voir le listing des différents jobs en ce moment qui sont ouverts. On recrute 2 positions. Un senior front-end engineer pour nous aider sur tout ce qui est partie user interface. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre là-dessus. Et si vous connaissez des personnes sur la partie gameplay, on recrute un senior gameplay engineer pour essayer, encore une fois, comme je disais, sur la partie sociale, à développer le côté social de Mozilla Hubs. Donc si vous voulez n'importe quelle question sur ça, merci Fabien. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien ou venir m'en parler. Je m'arrête là-dessus et ravi de connecter avec vous par la suite. Merci beaucoup.
Ouais, j'ai une question bête et toute simple, mais surtout avec les Français francophones. La dernière fois que je cliquais sur le lien pour avoir une instance Hubs, c'était marqué Allemagne, États-Unis, peut-être Canada, mais enfin en tout cas il n'y a pas marqué ni France ni Belgique que je sache. Est-ce que ça a changé? Oui, très bonne question, Fabien. Alors, c'est une des demandes qu'on reçoit le plus, le côté localisation, le côté international. On est activement, c'est à titre personnel, ma mission numéro une. Donc, de développer les moyens de paiement et de nous assurer aussi, côté serveur, on soit présent sur le maximum de pays. Donc, c'est quelque chose qui va arriver côté Q2 2023, donc dans quelques mois. On va déployer des serveurs et des systèmes de paiement à l'international. On fait le maximum là-dessus. Si vous avez d'autres requests comme ça, n'hésitez surtout pas à nous les partager parce que c'est des retours importants. J'espère que ça répond. Et j'ai vu que vous Alors travaillez ça, peut-être en interne sur les full body, sur les avatars avec les jambes aussi. Ouais. Donc on a aussi des personnes de la communauté qui ont j'ai oublié le terme de. Je te retrouverai le lien. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes de la communauté qui sont intéressées au full body avatar, que ce soit côté animation, aussi avec des capacités VR. Bah là, je vois Sin, si je prononce bien ton pseudo, qui nous fait des coups. Alors, c'est vraiment. Je suis assis, donc je parais un peu plus bas que dans la réalité, mais je vais me lever. Comme ça, vous verrez ma taille réelle. Ah, Simplement. T'es en ouais, VR, vraiment, j'aurais dû me la mettre partie en VR aussi. d'Internet, Je suis en VR, ouais, je suis dans le Quest Pro. Là. tout se passe bien pour toi là? Tout est fluide? Top. Ouais, c'est super fluide. Ça fait plaisir. Donc oui, on travaille activement sur. Je pense que le non-verbal, c'est important dans ces mondes virtuels. Et donc, ouais, c'est un très bon sujet. Ah, c'est super. Merci tout le monde. Merci à toi. Nassim, limite, rapproche-toi un peu comme ça, je t'aurai dans le champ de la caméra. Là J'essaie d'avoir tout le monde. Parfait. Bon, et bien, merci, merci à Valériane pour toutes ces questions et toutes ces informations super intéressantes en tout cas, de voir ce que vous faites. Et maintenant, je vais laisser la place à Fabien Benetou du coup. Fabien, je te laisse la scène, Nico. super, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Super. Alors, Yes. je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle. Ouais, je te laisse ajuster comme tu le souhaites. Ok, ça va. Donc voilà, Fabien Benetou, je travaille principalement ici à Bruxelles au Parlement européen. On est une équipe innovation, on est une dizaine. Je travaille sur la réalité virtuelle et augmentée sur le web, mais le laboratoire d'innovation travaille dans un petit peu tout ce qui est nouveau au final, que ce soit robotique, que ce soit intelligence artificielle, que ce soit IoT, drone. Voilà. Dès qu'il y a un truc nouveau, en gros, on est censé être sur le coup. Et je dois avouer que c'est très intéressant et c'est aussi assez, pour rebondir un peu sur ce que disait Valérian, avoir une mission. C'est pas une énième plateforme qui va essayer de maximiser l'attention. C'est utiliser les nouvelles technologies, oui, mais pour des raisons, je trouve, qui sont assez positives. Et pour être très direct, ça me permet de bidouiller. Voilà, je suis un vrai développeur. J'ai étudié aussi l'informatique, mais je ne suis pas vraiment un développeur qui fait du code de qualité. Et donc l'astuce pour moi, ça a été de dire, mais je fais que du prototypage. Je fais des choses nouvelles à chaque fois. Et au début, on m'a dit, ah, mais il n'y a pas vraiment de marché, on veut que des produits finis, etc. Et peut-être un peu naïvement, mais j'ai continué, j'ai insisté. Et au final, là, je suis heureux, allez, on va le dire. Qu'est-ce qui m'a motivé, en fait, derrière ça? C'est, d'ailleurs, vous voyez des images, entre autres, de Hubs. C'est d'organiser mes notes ou mes idées. C'est ça ma motivation pour faire de la réalité virtuelle. C'est que j'ai un site web ici, vous voyez une petite visualisation en 2D.
avec des pages et des pages. Dedans, il y a des vidéos, il y a du texte, il y a du code, il y a des screenshots A-frame, un petit peu de tout vraiment. Mais l'idée étant qu'en 2015 ou 2016, quand j'ai mis 2015, un casque de VR pour la tête pour la première fois, je me suis dit, ah, mais c'est super. Et la deuxième chose, ça a été, mais en fait, c'est super, mais je pourrais mettre mes notes partout autour de moi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des pages comme ça, qui sont plates au final, je pourrais organiser l'information qui m'est personnelle et donc très importante. Peut-être que ça n'intéresse personne d'autre que moi, mais au final, pouvoir les littéralement, bon à l'époque, c'était pas encore de hand tracking, mais prendre en main, prendre une feuille de notes, ici des PDF par exemple, pour les organiser dans l'espace, pouvoir annoter avec des petites étoiles qu'on voit au fond. Ça, voilà, c'est ma motivation pour la VR. Alors, aussi pour rebondir sur ce que disait Valérien tout à l'heure, c'est pas forcément la motivation de tout le monde pour faire de la VR. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui font de la VR pour du jeu vidéo, tout simplement, pour des films, pour un peu de tout, et je respecte tout ça. Mais bon, c'est ma motivation, et je trouve que c'est la beauté d'avoir un nouveau médium, c'est qu'on peut le définir comme on le souhaite, et en particulier grâce aux outils open source comme Hubs. Donc je vais vous montrer ce sur quoi je bosse en ce moment, pas forcément pour le Parlement, et ça va être un petit pot pourri. J'ai une dizaine là pas des slides, c'est des tweets, mais voilà, je vais vous montrer ça. Et c'est fait de façon un peu chaotique, dans le sens où c'est ce processus-là, dans le prototypage qui me plaît. C'est qu'il y a un truc qui marche, je peux continuer, ça ouvre des portes. Si ça marche pas, je passe à autre chose, et éventuellement, comme je garde un historique, je peux revenir dedans des semaines ou des mois après, si possible avec une solution, et sinon voilà, ça retourne au bas de la pile et éventuellement quelques mois plus tard peut-être une solution. Donc voilà, j'ai commencé à faire ma solution un peu custom basée sur A-frame, tout comme Hubs. On a par exemple, je peux manipuler des tuiles, donc un ensemble de modèles 3D qui vont se snapper, se coller les uns aux autres pour dessiner un monde 3D. Faire des captures d'écran, je pense que c'est vraiment une solution au niveau gestion des connaissances qui est intéressante, surtout quand on est dans un monde immersif. Ça permet de les partager avec d'autres personnes qui ne seront pas en VR, et aussi parce qu'on peut les réorganiser dans l'espace. Se connecter avec le Fediverse, donc tout ce qui est Mastodon, donc pouvoir suivre ou poster des messages Mastodon qui vont être partagés à travers tout le réseau. Faire du snapping aussi de blocs. Alors là, le bloc, c'est pas des tuiles, mais ça peut représenter du code. C'est-à-dire que le but étant de manipuler directement, mais de faire aussi des choses abstraites. Bon, j'ai mis le son. Voilà. C'est ça qui me oui. Alors, je reste peut-être confort. C'est mieux comme ça? Ça va, vous me dites, hein, s'il y a quoi que ce soit. Ça, honnêtement, c'est un prototype que j'ai fait parce que des amis et collègues me cassaient les pieds. C'est-à-dire qu'il y a toujours il y a un côté sexy de la visualisation de graphes, la visualisation de réseau. Et donc, au lieu de dire pourquoi ça me prendrait une après-midi de le faire, mais que c'est pas forcément très intéressant, je me dis bon, je vais le faire. Je vais afficher un graphe comme ça. Donc, c'est le graphe, la même chose que je montrais au début. Donc, cette partie-là. Les différentes pages de mon wiki connectées les unes aux autres, donc je peux naviguer avec ce graphe, mais en réalité virtuelle et manipulable. Du dessin, donc fait avec la pointe du contrôleur de Quest Pro. On peut dessiner dans l'espace sur une surface plate ou aussi en 3D. De l'intégration d'intelligence artificielle, on en parlait un petit peu avant le début du meet-up. Donc tout le monde connaît ChatGPT. Tout le monde connaît Codex aussi de GitHub ou de Microsoft sur GitHub. Il y a aussi des équivalents open source comme SantaCoder. Et donc ici, dans mon environnement qui me permet de coder en réalité virtuelle, soit avec le clavier, soit en pinçant les lettres que vous voyez au fond derrière, soit avec un clavier Bluetooth, soit avec le clavier système, bref, tous les inputs possibles. Donc je peux programmer. Donc c'est du code ici en JavaScript. Et avec un petit préfixe qui me permet de rendre ça un peu
à la fois de faire du JavaScript et des raccourcis. Mais je peux aussi le compléter. Donc la fonction randomArray que vous voyez en bas ici à gauche a été générée par SoldaCoder. Donc je suis en réalité virtuelle, je manipule du code et j'ai du code qui va être généré par l'intelligence artificielle. Et qui me donne pour le coup, je vérifie aussi avant, mais vraiment un tableau de chiffres aléatoires. Et le code on en s'exécute parle dans quel contexte, du coup? Alors, je remets. Et est-ce qu'il fonctionne en temps réel? Ah oui, oui, c'est-à-dire que là, la fonction, en temps réel, c'est-à-dire que là, il est développé en quelques secondes, 2-3 secondes peut-être. Et donc là, fonction-là, je la réinjecte ici. Et donc je pourrais utiliser par exemple cet ensemble de points pour placer des tuiles par exemple, ou placer des primitives iframe. Trop bien. Merci. C'est exécuté dans. C'est ça aussi la beauté du WebXR. Je souvent, une des choses, bon, pour être très honnête, là j'ai commencé WebXR parce que j'étais développeur web. Donc je découvrais la XR, autant passer par là. Mais après coup aussi, j'ai donné des ateliers, autant à des professionnels chez Airbus qu'à des enfants, enfin vraiment, il y avait des meet-up à Bruxelles, un peu n'importe, enfin dès que c'était possible au final. Et je ne m'imaginais pas demander aux gens d'installer Unity, d'installer Librairie, de compiler. Évidemment, ça ne marche pas, surtout quand on débute. Alors il faut renvoyer la mise à jour, le soft. Bref, c'est vraiment des boucles d'itération qui sont beaucoup trop lentes. Donc il y a un côté en fait, pas simplement le déploiement, mais un côté itération rapide qui pour le prototypage est c'est extrêmement précieux parce qu'au final on ne sait pas ce qu'on fait au début, on sait normalement un peu ce qu'on fait mais pas forcément comment, on ne sait pas si ça va marcher. Alors si on itère avec des boucles de minutes ou de 10 minutes pour compiler une code base gigantesque, c'est vraiment inimaginable, quoi. Donc là on est dans un environnement le plus rapide possible pour tester. On parlait un petit peu de full body avatar. Donc là, c'est dans le but de donner en fait ces ateliers dans le casque, de découverte de la programmation en WebXR, d'animer en fait des avatars Ready Player Me parce que c'est devenu, bon, c'est pas standard, mais c'est un petit peu le de facto standard. Et d'animer en fait, par exemple ici le sourire. L'idée étant après de faire parler l'avatar et de le faire bouger aussi. Donc c'est vraiment là, c'est pour le coup. Alors là, c'est très zoomé. C'est exactement ce sur quoi je travaille ces derniers jours, avec une petite librairie d'animation pour dire je veux faire passer telle ou telle animation à tel moment. Donc le but étant ici de faire un tutoriel, donc comment expliquer en VR ou en 3D au moins, comment utiliser l'environnement, quoi. Et d'éviter autant que faire se peut le texte. Donc voici du speech. Du text-to-speech. Donc je parlais tout à l'heure aussi de génération de code. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Swagger. Donc ça permet d'utiliser des API. C'est une genre de description ou spécification d'API. Et donc on peut charger par exemple l'accès à Gitea ou à Gitee ou à n'importe quel site qui donne une API grâce à Swagger. Et donc là, j'ai fait un composant pour charger dans Swagger n'importe quelle API et donc pouvoir utiliser ça une fois de plus en programmation en VR. Et donc ça ouvre la possibilité de, je ne sais pas combien il y a d'API supportées par Swagger, mais c'est des centaines et des centaines ou des milliers et des milliers. Hein. Ça fait beaucoup de choses avec lesquelles on peut jouer. Un peu de physique aussi, parce que quand j'ai donné des ateliers aux enfants, il y en a beaucoup qui me disaient oui, c'est bien, on peut bidouiller telle ou telle page, mais on veut jeter les choses à la poubelle. Donc grâce au component A-frame, donc on peut manipuler librement, mais aussi avec de la physique, y compris des petits bugs rigolos, mais ça fait partie de l'apprentissage. Comme je disais au niveau du code, à la fois généré et tapé, quand on a une ligne, ça va. Quand on commence à avoir des paragraphes ou des fonctions un peu plus longues, ça devient un peu difficile. Donc le côté syntax highlighting, colorisation du code peut-être, fait aussi, c'est assez, je trouve puissant dans le sens où c'est réalisé avec du WebAssembly.
Et j'ai commencé aussi à jouer avec WebChuck. Donc Chuck est une librairie pour faire de la programmation musicale. Donc on programme un son. Et en fait, parce que le son est en général quelque chose qui demande une très basse latence, on pourrait le faire en JavaScript, mais on n'aurait pas forcément le résultat attendu. Donc au lieu de tout réimplémenter, les développeurs de Chuck ont développé une machine virtuelle en WebAssembly. Et ça, comme le syntaxe à Lightning de VS Code, je trouve que ce sont des opportunités vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en entrée, la machine virtuelle en WebAssembly, le résultat, et donc on peut intégrer ça directement dans le navigateur. Donc je pense que c'est encore pas mal de choses qui vont permettre à WebXR de se développer. Qu'on a vraiment des environnements de plus en plus riches. Entre autres, évidemment, j'avais déjà fait ça avant, mais en passant par des containers Docker. Donc, je mets un container sur mon serveur, je lui donne une URL, une API. J'appelle, par exemple, pour faire du Spatial Diffusion, et je récupère le résultat que j'affiche. Mais là, tout se fait en local dans le navigateur, donc à la fois au niveau facilité de déploiement et vie privée. Tant que c'est possible, je trouve ça idéal, quoi. L'avant-dernier, c'est un peu au niveau musical. Alors, comme vous l'entendez, je ne suis pas musicien, je l'étais et je m'y remets un petit peu, mais c'est fastidieux. J'ai acheté un clavier MIDI et j'ai découvert il y a 2 semaines maintenant, que MIDI est supporté dans le navigateur. Donc, c'est la même chose que WebAssembly, c'est des choses surprenantes comme ça, mais magnifiques. Et donc, j'ai connecté mon clavier MIDI sur mon Quest, juste avec la prise USB. Et voilà, je peux jouer du piano, les notes s'affichent, alors elles sont positionnées, colorées comme sur mon synthé ou mon contrôleur MIDI, et après je peux les manipuler, les rejouer, etc. Donc ça, je suis encore en train de découvrir ça, comment comment les rejouer. Je pensais à par exemple avoir une barre un peu type sabre laser pour la faire avancer et reculer et rejouer les notes. Mais un exemple de prototype un peu coloré musical. Et finalement, le dernier, surtout pour ceux qui sont familiers avec A-Frame, l'idée étant d'utiliser l'introspection, donc de lister toutes les primitives dans A-Frame, que ce soit un cube, un cône, un cylindre, etc., et les rendre clonables et manipulables. Après, on peut rajouter tous les composants physiques, couleurs, etc., mais donc avoir la liberté de manipuler à la main, donc directement, et à la fois au clavier pour le passage à l'échelle quand on veut pas une primitive mais sans, par exemple, ou faire un layout. Mais je trouve, à mes yeux, c'est la partie de tout ce qui est XOR et WebXOR aussi la plus intéressante en ce moment. C'est comment on va pouvoir en fait repenser la programmation à la fois directe au clavier. Je programme aussi la plupart du temps sur mon écran 2D pour après y aller en réalité virtuelle. Mais comment trouver l'intersection entre les deux, je pense que c'est ce qui est à peu près de plus intéressant en ce moment. Yeah. Et voilà. Oui. Si je peux me permettre, qu'est-ce que tu penses du nodal pour le développement en XR, le fait d'utiliser des nœuds? C'est quelque chose qui t'intéresserait ou t'es contre le nodal? Je suis pas contre le nodal. Ce qui me fait toujours un petit peu peur pour le nodal, c'est le passage à l'échelle quand t'as pas. Je pense qu'il faut à un moment réussir à gérer les abstractions et dire par exemple cet ensemble de nœuds, on lui donne un nom et on le on le fold, on le compresse, mais on le recompacte en un seul nœud. Sinon, ça devient illisible. Donc et je sais pas à quel point. Ça aide vraiment, quoi. Parce que c'est des visualisations qui sont, qui je trouve, quand on a une dizaine de nœuds, c'est super. Quand on a 100 ou 1000, ça devient. J'ai pas vu de bon compromis pour l'instant pour ça, mais c'est clairement une piste intéressante. Ouais, est-ce qu'on va être plus productif? Merci beaucoup. De rien. Voilà. Alors. J'ai une petite question. Merci. Merci à vous. Dis-moi. Pour le son des... Comment? Et toi bien? Oui. Il faudra juste que tu me renvoies les liens, histoire que je fasse le montage, parce que sur le
Sur l'enregistrement, Ça va. il a chargé indéfiniment sans voir le stream. Vas-y, désolé. Ok. Kevin. J'avais une question, c'était pour le son dans la vidéo que tu nous as montré, c'est comment tu les as obtenus? Tu l'as connecté à Tieno avec ton ordinateur ou est-ce que c'était via un site web que tu as pu trouver les sons? Alors l'astuce, c'est Web MIDI. Donc avec le Web MIDI, si tu as un clavier MIDI, un contrôleur MIDI, tu peux lire en fait les notes qui vont être jouées. Donc il va te dire tu as un Do, un La, un Fa dièse, ce que tu veux, et pendant tant de temps. Et après tu peux resynthétiser ce son-là. Donc il y a une librairie qui s'appelle Tone.js et qui te permet de jouer un son. Donc voilà. Tone.js, c'est T-O-N, c'est ça? Oui, T-O-N-E et J-S. Oui, Ok. TONA, je pense. Alors, oui, Sinon, oui. tu as aussi l'API Web Audio qui permet de générer du son simplement à partir de fréquenceurs et d'autres, et de générer le son directement dans le browser sans périphérique MIDI, qui marche Il y a bien même aussi. des librairies qui sont dédiées à la résonance pour avoir des réverbérations, des échos. Je crois que Google avait fait quelque chose il y a quelques années de ça, justement, dans ce milieu-là. Ouais, il y a la librairie Howler, HOWLER.js, qui permet de générer des sons aussi depuis le browser, donc pas forcément avec un périphérique externe aussi, qui est assez connu et qui marche bien. Enfin, il y a quand même il y a énormément de trucs pour la génération sonore sur le web. Très bien. Et en fait, tu peux avoir différents types d'instruments ou c'est différents types de sons, par exemple tambour ou par batterie ou basse? Oui, alors, j'ai un, comment ça s'appelle j'ai un Akai MPK Mini Play, donc j'ai le clavier, mais j'ai aussi les pads. Et donc après, tu choisis en fait les sons que tu joues. Si tu joues des percus sur les pads et puis du synthé sur le clavier ou de la guitare électrique ou ce que tu veux. Alors il y a vraiment un aspect pédagogique derrière, quoi. C'est pas, je pense, et à la fois performance, parce que je pense que c'est assez intéressant, c'est une combinaison voilà, que je savais même pas que c'était possible il y a 2 semaines. Et en plus, quand tu as un Quest Pro ou même avec le Quest, dès que tu peux utiliser du pass-through, tu peux aussi passer de l'un à l'autre, tu peux voir ton clavier, les notes sortent du clavier, c'est assez rigolo. Mais après, c'est aussi du MIDI, donc si jamais tu as une flûte aussi en contrôleur MIDI ou n'importe quel contrôleur MIDI, ça marchera, quoi. Alors, petit détail aussi, je veux juste dire que dans les slides, tout le code source et tout est dispo, quoi. Dès que je partage quelque chose, le code suit toujours. Et s'il ne suit pas, je m'en excuse et vous me demandez, et puis je vous partagerai avec plaisir. Il y a aussi une application qui s'appelle Touch OSC pour Android et iOS, où tu peux créer votre appareil MIDI, je ne sais pas comment dire. Tu peux les dessiner et les faire, et tu peux les connecter à l'ordinateur. Il replace un clavier MIDI, c'est très très bon. Touch OSC. Simuler Touch du coup un clavier MIDI depuis le téléphone. C'est ça? Oui. Oui, exactement. Tu peux dessiner votre clavier, on peut dire. Et voilà, ça marche exactement comme un clavier MIDI. Il y a un autre usage sur le MIDI qui peut être encore plus sympa. C'est par exemple pour trigger des éléments d'animation. Par exemple, si tu as un concert, tu peux avoir un contrôleur MIDI qui va contrôler justement les lights ou l'environnement pour déclencher des animations. Oui. Donc ça se combine plutôt pas mal. C'est très intéressant. Je l'ai fait beaucoup comme ça. Pour contrôler l'animation et tout ça, pour les creative coding. Et c'est très très bon. C'est clair. Oui, et c'est un petit peu aussi une astuce du prototypage, c'est à chaque fois d'essayer de trouver des choses qui sont composables, c'est-à-dire pas trouver une astuce qui marche pour une fois, réimplémenter, passer des jours et des jours, mais voilà, une fois qu'on branche un clavier MIDI, une fois qu'on branche, qu'on fait des animations Mixamo sur un avatar Ready Player Me, on peut utiliser ça avec tous les avatars. Enfin, c'est à chaque fois essayer de le plus un nouveau quand même, mais générique possible, parce que voilà, ça ouvre plein de portes. C'est pas aller trop loin dans quelque chose qui sera jamais réutilisable.
C'est toujours essayer de pouvoir mixer, composer. C'est ça, je trouve, qui est le plus intéressant et excitant. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Peut-être question, Fabien, si on a encore un peu le temps, Arthur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésite pas à... Excuse-moi. Est-ce que quelqu'un avait d'autres questions? Oui, vas-y. Trop bien les mains. Petite question, Fabien. Si... Moi, je suis impressionné par le nombre d'applicatifs et le nombre de domaines dans lesquels tu recherches. C'est vraiment, je pense, qui aide à l'innovation. Est-ce que si tu avais du temps illimité dans le futur, quels seraient des projets sur lesquels tu aimerais travailler? Et peut-être conseil pour nous, parce qu'on a tous, je pense, ici des side projects en WebXR. Quel conseil tu donnerais? Ou est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne devrait pas trop faire de recherche parce que tu as déjà été de ce côté-là et tu dis, moi, pas grand-chose de ce côté-là. Enfin, est-ce que tu as des conseils ou toi, des envies de projet? Ouais, alors, les envies, j'en ai, c'est listé. Ça fait un peu peur. Et c'est aussi pour ça que le conseil suivant, c'est de noter ses envies, quoi. Parce que franchement, c'est un roller coaster émotionnel. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de trouver une solution et puis ça marche pas. Il n'y a pas de solution. Et on pensait avoir trouvé, on se disait, ah, mais dans 1 heure, j'ai la solution et paf. Et puis une semaine après, il n'y a toujours rien. Et parfois l'inverse aussi, je fais ah, j'y arriverai jamais. Et parfois j'ai fait des prototypes, genre le matin en 15 minutes, avant même de sortir de chez moi. Et paf, ça marchait, quoi. Donc l'astuce ou le conseil pour tout le monde, c'est simplement, c'est comme dans Kung Fu Panda, il n'y a pas de secret, il suffit de faire. Et c'est aussi pour ça que j'aurais tendance à dire, tu demandes s'il y a des choses qui ont déjà été exploitées ou explorées plutôt, qui ne sont pas forcément intéressantes, et bien surtout ne pas avoir peur de réinventer la roue, parce qu'il y a beaucoup de fois où en fait on va réimplémenter quelque chose, un classique entre guillemets. J'en sais rien, moi, tout ce qui est un pointeur laser, par exemple. Il y a déjà des helpers 3JS pour ça, mais si on le refait soi-même à la main, déjà, on est sûr de comprendre comment ça marche. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, on a plus de liberté. L'implémentation 3JS, elle sera probablement plus efficace, probablement des meilleures performances, mais elle aura aussi des limites où l'API ne sera pas celle qu'on a en tête. Donc, je pense que le conseil, c'est noter tout ce qu'on a en tête, franchement, de ne pas avoir peur. Il n'y a pas d'idée idiote, quoi. Et après d'implémenter et de ne pas hésiter. Parfois, ça prend plus de temps simplement de retrouver une API et puis de comprendre la philosophie qu'il y a derrière que de réimplémenter soi-même, quoi. Alors, et au pire, on a l'impression de perdre du temps parce qu'on réinvente la roue, mais tout ce qu'on a appris est réutilisable après. Donc voilà, c'est un peu le conseil. Parmi ces idées, est-ce qu'il y avait un truc que tu avais déjà exploré qui pourrait être intéressant à implémenter, par exemple sur Mozilla, ce genre de choses-là? C'était peut-être ça la question de Valérian. Des features que tu trouves qui manqueraient ici, qu'on pourrait ajouter? Pas forcément, mais question, ouais. Désolé. Pour moi, c'est assez clair, c'est le côté customisation, quoi. C'est comment faciliter. Je pense que c'est une des choses qui a été un peu le coche a été loupé pour A-Frame. La beauté d'A-Frame, surtout quand 3JS n'était pas encore bien organisé en module, c'est d'avoir des components parce que justement, parfois on est prêt à réinventer la roue et parfois non. Parfois, on sait qu'il y a un composant qui est exactement celui qu'on veut, qui marche bien, qui est maintenu, etc. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'explorer ce qu'il y a derrière qui est plus intéressant. Donc, à mes yeux, c'est là où je vois le plus de potentiel pour Hubs. C'est-à-dire que voilà, ça marche, on est dedans, on a le meet-up ici et cette preuve-là est faite. Maintenant, évidemment, Hubs doit être une solution qui répond au plus de gens, mais parfois il y a des besoins un peu étonnants et qui ne conviennent à personne d'autre. Et donc, permettre la réutilisation de choses que la communauté elle-même a créées, je pense que c'est là où je vois le plus de potentiel pour Hubs. Je suis assez aligné là-dessus, Fabien, juste pour vous dire, on réfléchit en interne à toutes les questions que Fabien vient d'évoquer. Je vous cache pas que moi, je réfléchis beaucoup à une notion de marketplace. C'est quelque chose qui a aidé, par exemple, le monde de la 3D à se développer, partager des assets, même côté 3D, des plateformes comme Sketchfab francophone
en fait, ça a fait évoluer l'industrie. Donc, si c'est le type de projet que vous aimeriez faire avancer, je serais ravi de discuter ça avec vous parce que je suis d'accord, le partage, c'est ce qui fait qu'on va aller plus loin et plus fort. Moi, je pense qu'une marketplace dans Hub, ça serait pas mal, mais ce qui manque aussi, ça serait vraiment d'avoir quelque chose un peu comme WordPress, c'est-à-dire des plugins, du code, un peu facile, que les utilisateurs puissent rajouter dans la plateforme sans avoir à recompiler, enfin, à forker Hubs, à faire leur NAS.com, ce genre de choses. Là, je pense que ça aiderait vraiment la communauté à se diversifier. Je suis complètement d'accord. Et moi, je rajouterais aussi, ça serait un moyen de financer beaucoup de créateurs. Une personne qui met du code à disponibilité, elle peut le mettre gratuitement, mais si elle veut se financer comme ça, elle peut absolument, ça peut aider des petits créateurs à mettre en avant leur travail. Donc ouais, ça fait partie des... Je suis complètement d'accord avec toi, ça fait partie des Oui, choses. voilà, ouais. Ouais, ça. Pas juste les assets, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre sous forme de marketplace, quoi. Ouais, dont le code, ouais. Oui, d'autant plus comme a été démontré là, pas bien là, c'est quoi, effectivement, comme on est en web, on peut donc changer le code dynamiquement, donc on peut charger dynamiquement un composant à frame et puis le rendre effectif dès son ajout, donc ça c'est vraiment assez cool. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé d'utiliser A-Frame en asynchrone, mais moi la dernière fois que j'ai essayé, j'ai eu pas mal de problèmes. Ouais, il faut aller bas dans le framework pour pouvoir le faire. Il faut aller voir en fait dans le code source d'A-Frame comment il enregistre comment enregistrer dynamiquement des composants. Mais si tu vas fouiller un peu le code, si tu peux voir un peu comment c'est fait, puis c'est faisable de base, mais c'est pas documenté, quoi. Faut aller fouiller dans le code. D'accord, ok. Bah oui, typiquement, ça serait assez parfait de pouvoir ajouter un plugin d'une certaine manière dans l'application, que ça ajoute des composants à frame, qu'on puisse réutiliser, ce genre de choses, oui. Ça serait vraiment parfait. Niveau customisation pour les utilisateurs, ce serait top. Ouais, mais parce que c'est un prototype que j'ai fait aussi il y a, je sais plus, 6 mois ou 1 an, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je chargeais des components pour Hubs à partir comme WordPress. C'est-à-dire que dans la partie admin de Hubs, on peut charger soit du JavaScript directement, soit des URL qui vont charger du JavaScript. Et donc, bon, c'était un peu dégueulasse quand même, mais c'était faisable, quoi. Ça permettait de rajouter des fonctionnalités à la volée sans tout recompiler. Alors, évidemment, on n'a pas accès à tout. C'est une pseudo API et c'est rajouter des hooks. Voilà, là on voit que il y aurait quelque chose évidemment d'utilisable, mais techniquement c'est pas forcément un problème. Après, voilà, moi je suis prototypeur, c'est-à-dire que je fais des trucs dégueulasses et j'espère quand même nouveaux et intéressants, mais moi j'ai pas peur de sortir une API foireuse parce que personne est censé l'utiliser. C'est-à-dire que les gens sont censés voir la démo et se dire ah ouais, ça peut marcher comme ça. Mais je vais pas avoir une communauté de centaines ou de milliers de développeurs qui après se disent non mais l'API il y a 2 mois elle n'était pas comme ça. Donc il y a une réflexion qui est pas la même. Donc je mets des choses à dispo comme ça, mais c'est on va dire naïf et sans aucune prétention que ça soit utilisé ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Si déjà, la première étape, ce serait d'avoir des API dans Hubs pour ensuite pouvoir faire des plugins basés sur ces API. Oui, tout à fait. Parce que nous, c'est pareil. Enfin, nous, on essaye de mettre Hubs dans Microsoft Teams, qui est basé sur Web, et du coup, on a des modules qu'on charge toute la stack Microsoft, et puis qu'on vient plugger avec des hooks, pareil, à Hubs. Mais bon, on sait que c'est pas parfait comme intégration. Et à chaque fois qu'on fait un merge, du coup, des fois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je suis encore dedans d'ailleurs. Oui. Pour revenir sur le sujet aussi, ce que je trouve important, c'est que c'est le manque de visibilité des composants, en fait, et le fait d'avoir un espèce de store de composants. Moi, en ce moment, je suis en plein cours, justement, avec des étudiants. Je suis enseignant de réalité virtuelle, entre autres. Et avec les étudiants, c'est simplement leur montrer qu'est-ce qui existe, en fait. Et puis, il n'y a pas de centralisation comme on trouve pour je sais pas, si on prend par exemple Sketchfab ou ce genre de choses, où des plateformes 3D Assets, où on peut faire des recherches. Mais au niveau code, on n'a pas tellement ça pour A-Frame.
ou pour d'autres systèmes, ce qu'il y a dans, par exemple, Unity ou autre. Et donc un asset stores, mais cette fois plutôt un component store, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, il y a quand même le C-Frame, le Community Frame, Oui, tout à fait. qui a repris le Registry, qui était pour le coup quelque chose que j'ai poussé personnellement dans les Mozilla All Hands je sais plus, il y a 5 ans, ou enfin un petit bout de temps, qui était honnêtement, j'étais assez déçu parce que ça avait marché, c'est-à-dire que le Registry avait une vingtaine, trentaine de components qui étaient plus ou moins maintenus. Mais je ne sais pas si c'est, d'ailleurs comme Valérian l'indiquait, le côté manque de monétisation, mais au final, ça n'a jamais décollé. Alors que pourtant, il y a des centaines de components FM, quoi. Il suffit de rechercher NPM GitHub, on trouve l'appel. Mais ceux qui sont sur le registry et qui sont maintenus et qui sont avec une belle un GIF, par exemple, pour montrer comment ça marche, il y en a beaucoup moins. Mais donc, tout ça pour dire que dans SafeFrame, Ouais, ça a fait un premier pas, ouais. Mais moi, je suis quelque chose. Il y a une côté fédération qui est possible aussi, quoi. Est-ce que vous avez un lien vers C-Frame? Parce que moi, je suis pas familier avec C-Frame. Ouais, je vais poster ça dans le chat. C'est gentil. Ouais, il y a C-Frame, puis il y a un wiki aussi qui essaie de centraliser les différents composants existants, un wiki d'Aframe, qui est peu connu, il faudrait un peu le promouvoir aussi. Ouais, je suis ravi de promouvoir ça. Moi, juste pour vous détailler un petit peu, en tout cas, moi, mon point de vue personnel, j'ai l'impression que, en tout cas, dans mon équipe à moi, le but, c'est vraiment d'écouter la communauté. Donc, si c'est des choses qui sont poussées, ou qui ont peut-être démarré un moment, ou qui ont été un petit peu oubliées, en fait, s'il y a une appétence pour ça, on va accélérer, on va vraiment essayer d'aider les personnes à le mettre en avant. Et le deuxième point, c'est que je suis hyper excité, encore une fois, on est vraiment au bon endroit parce qu'on parle du web, le fait qu'on ne soit pas sur des silos, on ne soit pas dépendant d'une app, ça nous donne une marge de manœuvre quand même vraiment, vraiment importante. Donc, tous ces morceaux de code, ces petits snippets de code, de components et tout, je pense à titre perso que c'est vraiment le futur de ce qu'on est en train de faire. On s'en rend peut-être pas encore compte. Ah, merci Fabien pour le lien. Mais ouais, il faut vraiment qu'on arrive à pusher ça tous ensemble parce que c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Alors moi je m'excuse, mais je vais devoir filer parce qu'il est un petit peu. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super. Il y avait plein d'idées créatives excellentes. J'ai beaucoup aimé. Super, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, vous avez des idées, suggestions et tout, ou pareil, s'il manque du code, faites-moi signe et puis je corrige. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose parce que je dois actuellement parler avec Fabien. Je vais vous laisser ici, mais merci à tous. Vraiment, merci Arthur de nous avoir invités. On se retrouve au prochain event. Le mois prochain. Ouais. Allez, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Et du coup, je vais y aller aussi. Merci Arthur et merci à tous. C'était vraiment très nouveau pour moi, mais j'ai découvert beaucoup de choses et donc je vous laisse. Bonne soirée à tous et merci. Ciao. Ciao. Alors, vous en pensez quoi de ces présentations? Très bien, très intéressant. C'est bien d'avoir un peu la vision, de voir que les visions sont un peu alignées sur la modularisation de hubs et compagnie, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y avait de très bonnes idées. Donc, étant également nouveau pour le Meetup WebXR, franchement, c'était vraiment très intéressant. Et là, en ce moment, pour moi, je suis en train de faire une sorte d'auto-formation pour la programmation, un peu plus poussée. Donc, j'ai déjà fait de la programmation, j'ai déjà fait du design, tout ça. Et par contre, j'ai envie de pousser un peu plus mes connaissances dans la 3D, dans la programmation, et ensuite et faire de petits projets. Donc, je ne sais pas si je me suis déjà présenté. Donc, je suis Antoine Anet. Je suis également ingénieur logiciel 3D et VR pour S2I qui travaille actuellement chez Airbus en Allemagne. J'avais fait avant des études de réseau informatique
Ensuite, je suis passé par la programmation. Et enfin, j'ai travaillé dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et tout ce qui est technologie interactive. Donc, actuellement, je suis en charge de travailler sur la réalité virtuelle pour un S2I et également pour Airbus. Mais actuellement, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas en dire plus. Actuellement, comment? Pas de soucis, t'inquiète. Et Partage sur YouTube. Non, je rigole. alors, pour moi, de mon côté, alors moi, c'est plus programmation, également design 3D et également dessin. J'ai également enfin, j'ai fait également de la musique, mais niveau saxophone. C'est pour ça que le projet également avec les sons de piano, ça m'a intéressé. Moi qui suis musicien. Et en ce moment, je travaille plus dans la programmation et plus device, c'est-à-dire des applications ou alors travailler sur la réalité virtuelle sur Android ou alors avec un casque de réalité virtuelle. Pour le moment, je n'en ai pas, mais j'aimerais bien en avoir. En ce moment, je suis en train d'hésiter sur 2 types de devices. Donc, soit un Pico VR qui fait de la réalité virtuelle, qui offre des options assez intéressantes. Ou alors le navigateur XR chez Pico. Un navigateur XR. Oui, alors récemment, j'ai vu un post sur LinkedIn où Pico VR proposait en fait des options OpenXR. C'est encore WebXR, ça ne veut pas dire que le navigateur le supporte. Ouais. Mais actuellement, en fait, sur Pico VR, ils ont également une plateforme, mais je pense que c'est plus utilisateur gestion des données, mais pour le moment, je n'ai pas encore assez d'informations. Mais sinon, l'autre device est en fait le Lynx R1, qui est en fait le device de réalité mixte français. Pour le moment, il n'est pas encore délivré dans le magasin, mais il le sera bientôt. J'ai hâte aussi de leur il arrive. Ouais, je suis assez intéressé. Pour le moment, je suis en train d'hésiter. Mais en ce moment, en attendant, je suis en train de travailler sur des petits projets en design, en programmation, donc un peu base de données et également objets. Également dessin, donc pour m'adapter à différentes situations, différents projets. Donc en ce moment, je suis en auto-formation. J'ai également, alors je vais me mettre là, je vais me mettre sur la plateforme. Alors, si ça veut bien se faire. Bonjour Thomas. Alors, Mathieu, j'ai vu que vous étiez arrivé, désolé pour si vous avez raté le début, promis, vous aurez le replay du coup. Est-ce que vous voyez? Il va falloir que tu le poses contre... Attends, je vais m'occuper. Je le prends. Ah. Voilà. Donc, ça c'est mon... Alors, c'est une page ArtStation. Comment? Vas-y, présente du webinaire. Voilà. Alors, alors là, c'est une page ArtStation. C'est un compte que j'ai créé qui regroupe plusieurs designers, développeurs, que ce soit dans l'animation ou dans le jeu vidéo, et également dans différents projets, dont la réalité virtuelle. Donc, actuellement, je suis designer et développeur. Donc, je vis actuellement à Donauwörth, donc en Bayern, dans la Bavière. Et ici, c'est tous mes petits projets que j'ai réalisés. Donc, vous pouvez voir également des designs. Alors, actuellement, en matière de réalité virtuelle, alors, je vais commencer par mes anciens projets. La réalité, c'est un projet d'école que j'ai réalisé avec ma classe. Donc, c'est baptisé Right on Time.
Donc c'était un projet qu'on avait fait et c'était pour le Laval virtuel. Voilà. Alors, que je remets également mon petit projet. Donc ça, c'était un projet en réalité virtuelle. Donc en fait, actuellement, dans ma formation où j'étais, on était plus Dans la même en plus. faire des projets de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais pour jeux vidéo. Et il y avait également un autre projet. Alors j'essaie de le retrouver. C'était un projet de... Alors je crois que c'est sur mon compte. Je crois que c'est sur... Ah voilà. J'ai également réalisé un petit projet. Alors, je ne sais pas si vous voyez actuellement. Partager. Écran mignon. Ici, voilà. Est-ce que vous voyez tous actuellement? Et du coup, est-ce que tu te formes sur des projets technologiques pour le web ou pas, du coup? WebXR. Vas-y. Comment? Tu te formes du coup pour les projets web immersifs ou pas, du coup? WebXR pour malheureusement non. Dans ce cas, pour- ouais. Ça va être un peu le sujet c'est limite. pour le moment. Ouais. Après, c'est juste pour quand vous avez parlé de réalité virtuelle, réalité augmentée, donc je voulais présenter également des projets que j'avais réalisés. Alors, Attends, t'as scanné un QR code pour ça? comment? Tu avais scanné un QR code pour ça? En fait, j'avais utilisé l'application Unity et également l'outil Vuforia pour scanner en fait un dessin. Donc en fait, c'est pas des QR codes, c'est des dessins. Donc tu peux faire ton propre dessin, ton propre design, ton propre logo. Tu le mets dans une sorte de plateforme, dans la plateforme Vuforia. J'aimerais voir si tu as des solutions similaires qui s'adressent surtout au web, parce que du coup, le principe du web immersif pour le web, c'est que c'est une sous-niche, enfin, une niche au travers de la niche XR en général, où justement on va s'intéresser à développer des applications qui tournent dans le navigateur. Du coup, ok, mais comment est-ce que ça peut marcher du coup ta solution sur le web? C'est ça ma question. Ouais. Bon, il y a plusieurs librairies, enfin, je pourrais répondre pour le web. Après, pour le moment, c'était plus actuellement livré. Mais après, ça fait longtemps, mais Vuforia propose également est disponible également sur Android, iOS et toutes les plateformes, même Windows. Donc alors actuellement, WebXR, pour le moment, je n'ai pas assez de connaissances poussées. Donc je ne peux pas dire si en fait on peut utiliser Vuforia en WebXR. Mais c'est tout ce que j'ai pu réaliser actuellement. Tu utilisais la reconnaissance d'image en fait, le tracking d'image. Ouais, c'est ça, il y a Exactement, la reconnaissance d'image. Bah, il se trouve qu'il y a des librairies. Du marker-based AR qui a été présenté là, c'est le terme marker-based. Et ça, il y a déjà plusieurs solutions à WebXR. Il y a MineAR, il y a RGS, déjà pas mal de libs. En tout cas, là, je parle des libs à frame, mais il y en a d'autres, probablement. Ouais. Donc voilà, il y a déjà pas mal de trucs WebXR qui fonctionnent pour la reconnaissance soit de QR code, soit effectivement d'images
Mhm. pour traquer les images en WebXR. Ce qui marche assez bien d'ailleurs. Et pour l'anecdote, Acewall a été racheté par Niantic, l'entreprise Oui. comment ça s'appelle, Pokémon Go. Du coup, tu as les mêmes solutions, des solutions aussi avancées du coup que ce que propose déjà Pokémon Go pour faire des choses plus sympathiques au niveau du tracking pour le web. D'accord. Donc, actuellement, je n'ai pas assez de connaissances sur WebXR. Pour le moment, je suis en auto-formation parce que je veux avoir plus de connaissances dans la programmation et les technologies. Mais franchement, c'est une bonne. Je remercie également Arthur Manguin pour m'avoir invité, m'avoir proposé cette conférence. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment très bien. Mais Et après, si tu veux, je peux te proposer des sources. On a tous des sources justement par lesquelles on a commencé à apprendre sur ce milieu-là. D'accord. Si tu veux déjà commencer, tu peux partir avec des game engine comme déjà utiliser Unity, mais utiliser des exporteurs de Unity vers le WebXR. Alors il y en a plusieurs. La première, c'est la solution. Tiens, ça je pourrais peut-être le partager. Hop. Ici. C'est où est-ce qu'il est passé? Excusez-moi, je vais juste chercher ce lien. C'est GitHub. Voilà, GitHub de Depinter. Alors, je vais poster dans le chat en utilisant la barre magique pour faire apparaître. Normalement, vous devriez le voir apparaître. Voilà. Tout bon. Alors ce projet-là, c'est un projet GitHub qui s'appelle l'Unity WebXR Exporter. Historiquement, c'était basé sur le projet développé par Mozilla. Et en fait, ce que fait ce projet, cet exporteur-là, c'est qu'il va produire un build WebGL et Wasm de ton script, de tout ton projet Unity. Alors, il y a des librairies natives qui ne vont pas forcément marcher, comme Vufuria. Cependant, tu as accès à toute la toolchain Unity pour produire justement des expériences complètes en WebXR. Il y a juste un défaut, c'est que le build time est assez conséquent parce que du coup, il va convertir ton C# en C++ et ton C++, il va le convertir en WebAssembly. Alors, il n'y a pas de... Mais je pense que c'est au niveau de l'export de la toolchain liée à WebAssembly. C'est pour ça que tu es obligé de faire un passage par le C++, ce qui fait que les build times sont assez longs. Mais maintenant, depuis maintenant quelques mois, il y a un nouvel exporter in town qui s'appelle NeedleTool. Alors je crois que celui-là, il va falloir que je vous partage mon écran plutôt. Je vais dire ça, hop, partager écran. Est-ce que vous voyez alors, ça va apparaître. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc ça, c'était justement l'Unity WebXR Exporter. Et là, ça, c'en est un autre. C'est tout nouveau. Enfin, tout nouveau. C'est NeedleTool. Et en fait, ce qu'ils vont faire, et ce que je trouve qui est plutôt malin, c'est qu'ils vont convertir ta scène Unity en projet TriJS. Ce qui fait qu'il n'y a pas de build, il n'y a pas de recompilation. C'est quasiment de l'instantané. Et du coup, il suffit même de cliquer sur Play pour directement avoir une répercussion de ton projet sur ta scène dans le navigateur. Alors, t'as tout, t'as le lighting, t'as le multiplayer, t'as le networking qui est beaucoup plus simplifié, mais t'as aussi le fait que c'est super optimisé. C'est-à-dire que t'as pas toute la toolchain Unity qui est embarquée pour 3 fois rien. Alors, je vais essayer de le montrer. Voilà, just pack what you need. Ne récupérer que les assets dont vous avez besoin. Ce qui fait que tes chargements de scène Unity sont beaucoup plus rapides que un build WebXR Exporter. Et comment ça s'appelle cet outil? Alors c'est NeedleTool. Alors ça c'est une solution qui est propriétaire, si je dis pas de bêtises. Alors il y a un truc à savoir, c'est que du coup tu vas devoir utiliser du JavaScript plutôt que le C# pour faire vraiment de l'interaction si tu veux aller plus loin. Mais
me semble que déjà t'as de quoi, t'as des assets, t'as de quoi travailler avec. Donc ça, c'est des trucs à essayer. Je vais te mettre, je mettrai tous les liens. Je vais mettre déjà les liens dans le chat. Donc ça, tu vois le networking qui est pris en charge. Et c'est aussi support pour le WXR. Je mets ça, hop. Dans le chat. J'ai une. Et du coup, ça, c'est dans le navigateur que ça tourne. Ce sont des démos qui disent rien que le site web. Il prend un peu de temps à charger parce que j'ai OBS, j'ai pas mal de choses qui tournent en arrière-plan. Mais il est plutôt stylé. Et du coup, ça se plug à Unity, tu arrives à avoir des produits super rapides et intéressants. C'est plutôt bien parce que Unity et Blender sont deux logiciels que je manipule. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, ma question, c'est est-ce que ça gère tout ce qui est base de données SQL? Ben, tous les sites, quand tu es sur le web ou quand tu es sur le natif, tu as accès à des API de networking qui fonctionnent, de réseau, de requêtes HTTP, requêtes SQL, non, les requêtes SQL, ça va être ton backend qui va s'en occuper. Mais tu peux faire, par exemple, accéder à GraphQL, qui pourrait être ton interface pour ta base de données. Là, du coup, GraphQL? Alors, GraphQL, c'est un exemple, c'est juste une interface de programmation qui te permet de communiquer relativement simplement. Après, tu as aussi des API et ça va être en fonction de comment tu développes ton backend en fait. Ton backend, ton côté serveur. D'accord. D'ailleurs, il est relativement un jour, j'ai envie de dire, ça marche jusqu'à la version 2021, il va falloir peut-être voir quelle version il supporte maintenant. Mais c'est un travail fait par Depender, donc si tu veux échanger avec cet homme, je peux te mettre en contact facilement. Il pourra peut-être mieux te montrer comment mettre ça en place, comment brancher ça à Unity pour avoir un résultat vraiment sympathique. Et évidemment, comment l'optimiser. Après, si tu veux aller plus loin, vraiment, je pense que tu devrais considérer d'autres game engines que Unity. Il y en a pas mal qui sont 100% web. Bah tiens, je vais refaire le partage d'écran. Je vais remettre le partage d'écran. Voilà. Donc je t'ai parlé de Needle Tool, mais si on veut parler plus Game Engine moteur 3D, il y en a plusieurs qui existent, qui sont pas mal. Le premier qui me vient en tête, ça va être... c'est pas Constructor CAD, c'est... flûte, j'ai oublié son prénom. Play Canvas. Donc Play Canvas, c'est quand même un gros game, enfin un gros. Il est plutôt complet, il est plutôt bien fait. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que Play Canvas, l'entreprise, a été rachetée par Snap. Donc il y a une intégration directe. Là, tu vois, tu as quand même des résultats fort sympathiques. Tout ça, le Game Engine tourne dans le navigateur, donc tu as l'éditeur dans le navigateur, tu as tout ce qu'il te faut. Et c'est pas mal intéressant sur tout ce que tu peux faire avec. Je vais essayer de mettre en avant côté VR. Voilà, alors, support total des features WebXR, ça va être réalité augmentée, hand tracking, réalité virtuelle, tous les casques, l'optimisation qui va bien. Et t'as des démos super avancées là-dessus, que ce soit des petits jeux, de la visite d'environnement, des jeux de simulation, des jeux de conduite. Donc je t'invite à y jeter un coup d'œil, ça pourrait t'intéresser. Et sinon, quel autre game engine il y a? Il y en a un nouveau que moi je suis pas mal, qui s'appelle Wonderland Engine. C'est un projet qui est relativement récent et qui est vraiment optimisé pour l'AXR. Donc niveau graphisme, il y a peut-être des choses où ils vont encore manquer de features, mais cela dit, c'est vraiment un bébé qui est fait, qui est optimisé from the ground up dès le départ pour être vraiment vraiment léger et super optimisé pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour le web.
Voilà, c'est mes recommandations en tout cas. Wonderland Engine, c'est ça? C'est ça. Bah, attends, Ah, c'est pas mal. je vais mettre dans le chat. Hop. Visual Tool. Ah, t'as mis de Panther. D'accord. En tout cas, c'est des pistes pour commencer. Ouais, ouais. Je vais faire étape par étape et après. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent là, niveau actualité WebXR, réalité virtuelle, réalité augmentée? Pour moi, c'est bon. Mais... Non, top, merci. Merci pour les liens, Arthur, c'était sympa. Ouais. Ah ouais, J'ai regardé les deux. Moi, je suis pas très Unity, moi, je suis plutôt web, full web. Donc, du coup, le Play Canva, je vais aller regarder un petit peu. Ouais. Il y a beaucoup de développements qui se font. Il y a aussi Godot Engine qui supporte nativement le WebXR. Donc ça aussi, c'est des pistes. Ça, j'ai pas testé, c'est encore. C'est aussi sur ma to-do list. Ouais. Il y a tellement de belles choses en tout cas à faire. Ouais. Et même si on est... C'est pour ça que je me suis un peu... comme quoi, il y a moyen d'essayer le web avec des solutions. C'est pour ça que les solutions que tu as présentées qui sont full web avec l'éditeur directement dans la page web, ça, c'est des trucs qui me plaisent. Ouais, c'est plus facile à intégrer, à essayer de faire popper ça en VR et tout. Tout à fait. De voir l'éditeur dans la VR, comme Fabien nous avait présenté, c'est des trucs qui me font assez plaisir. Donc ça, je vais tenter. Carrément. Et ouais, en fait, A-Frame, c'est du code brut. Il faut qu'on développe plus d'outils, j'ai envie de dire, pour faciliter l'arrivée de créateurs de tous les niveaux, de tous les genres. Et le fait que même sur Unity on ait des choses, c'est déjà pas mal. Cela dit, je trouve, j'aimerais aussi qu'on ait plus de choses côté Unreal. Par exemple, Unreal supportait par le passé un export WebGL, mais ils ont arrêté le support pour ça. Après, ça se comprend, ils se sont orientés sur quelque chose de complètement différent. Avec vraiment le high-end et le cinéma, quoi. Ouais, effectivement, on n'a pas trop de nouvelles de leur part sur WebXR. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres personnes qui font du WebXR, je vous en prie, faites-les venir, partagez-les à la communauté, et plus on est fou, mieux on est, j'ai envie de dire. Hein? Marche. Après, peut-être que sur ArtStation, alors que je regarde, parce que comme je l'ai dit, ça regroupe également tout type de projets. Mais après, ouais, je vois, si jamais sur ArtStation, je vous envoie le lien. Si jamais vous voulez y aller, vous pouvez vous trouver également tout type de projet réalisé en WebXR. WebXR Maca. Ce serait intéressant de voir une galerie virtuelle du contenu ArtXR, franchement. Par exemple, avoir un moyen de connecter Mozilla Hub avec un compte ArtStation et de voir toutes tes œuvres affichées sur les murs de manière automatique. Ça pourrait être un service qui pourrait être intéressant, rien que pour les créateurs, avoir un petit lien pour mettre en avant leurs œuvres. Après, évidemment, ça existe déjà, j'ai envie de dire, pour les NFT, mais ça devrait être aussi pour de l'art en général. Mais oui, aussi, parce qu'après, il y a également Sketchfab, mais après, c'est plus de la modèle 3D, mais après, il y a aussi ArtStation, il y a Patreon, mais ArtStation, ça regroupe, si vous voulez y aller, vous pouvez, parce que ça regroupe également différents types de studios, différents types d'entreprises, comme je l'avais dit. Et là, j'ai tapé en fait une recherche WebXR sur ArtStation, et là, j'en vois plein. Après, je ne vois pas comment.
elle vient tout juste de découvrir, il y en a quelques-uns. Bon, moi, je vais y aller, je vous laisse. Merci Arthur pour l'organisation, merci à tous. Merci à toi d'être venu. Aussi. Bonne soirée. Je vous souhaite Ça une sera la bonne soirée à prochaine. tous. Bye bye. Merci encore. Ciao. Salut.